Merci à toutes et à tous, d'être, nombreux et nombreuses. J'espère que les cafés et les thés, sont encore bien chauds. Donc, avant de commencer, je vais vous demander d'éteindre vos micros, pour éviter, les interférences. Vous aurez, d'ici quelques jours, par mail le PowerPoint que Amélie nous présente, avec le lien de la vidéo, et les références bibliographiques pour ceux qui souhaitent, aller, plus loin sur le sujet. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention. Donc vous pouvez écrire vos questions et dans l'onglet conversation, moi j'y jetterai un œil assez régulièrement, comme ça on les traitera à la fin, à peu près, 10-15 minutes, vers la fin. Voilà, donc moi je me présente, je suis Aurélie Louchard, je suis infirmière coordinatrice sur Arca Sud depuis le 18 septembre, donc c'est tout frais. Je suis accompagnée, d'Amélie, Eschenbrenner, qui est chargée de communication au Comité national contre le tabagisme, le CNCT, et elle va aborder du coup la thématique de la puff et questionner si celle-ci, elle peut pas être une porte d'entrée dans l'addiction, à la nicotine chez les adolescents. En effet, ces cigarettes électroniques, jetables, elles sont apparues sur le marché en septembre 2021 et elles sont devenues rapidement populaires auprès des adolescents et des préados. Et aujourd'hui, la banalisation de leur consommation par les mineurs, ça inquiète les pouvoirs publics et les autorités sanitaires. Et du coup, que la ministre Elisabeth Borne, sur RTL le 3 septembre 2023, elle a dit vouloir interdire la puff, en indiquant que cette mesure, elle apparaîtra dans leur nouveau plan de lutte, contre le tabagisme. Donc, d'où aussi notre questionnement à ce niveau-là. Donc je laisse la parole à Amélie. Si Amélie, vous pouvez, avant de commencer, présenter aussi rapidement le CNCT Oui, pour voir si les gens, voilà. Je vous remercie, je vous laisse la parole. merci à tous. Merci à tous d'être avec nous pour ce début de matinée. Donc moi, je vais un peu vous expliquer le contexte des puffs, mais je vais surtout un peu vous détailler les stratégies marketing qui sont autour de ces produits-là et le ciblage du coup très direct des adolescents. Je ne suis pas du tout professionnelle de santé, donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de me cantonner vraiment aux stratégies marketing. Donc tout d'abord, une petite présentation de notre structure. Donc le Comité national contre le tabagisme, CNCT, est la plus ancienne association de prévention du tabagisme en France. On est reconnu d'utilité publique depuis 1977 et pour notre vision, c'est un monde libéré des méfaits causés par le tabac et les nombreux drames humains qu'il entraîne, mais aussi environnementaux, économiques, contre les droits humains. On a, 2 missions principales. La première est une mission d'information et d'expertise. Donc on informe aussi bien sur les nombreux risques du tabagisme actif et passif, sur l'arrêt du tabac, les autres coûts du tabac, donc tout ce qui est, environnemental, financier. On décrypte beaucoup les stratégies marketing des cigarettiers. Plus récemment, enfin, ça fait quand même de nombreuses années maintenant qu'on travaille sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, dans le cadre d'un projet, d'observatoire, donc des stratégies marketing des cigarettiers autour de ces produits-là, donc aussi bien sur les lieux de vente que, sur internet. Et on diffuse cette information sur un site, donc notre plateforme qui est générationsanstabac.org, que je vous invite à regarder. On a une actualité, quotidienne à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi des actions de plaidoyer, sur différents donc on est habilité à agir en justice. Donc, par exemple, tout ce qui est, quand les industriels du tabac ne respectent pas la loi en termes de publicité, ou autre, nous, on a cette mission de pouvoir, agir en justice et on a bénéficié récemment de plusieurs, jurisprudences assez intéressantes. On fait évidemment partie, d'une alliance, donc aussi bien à l'échelle nationale, qu'internationale. Donc on est basé également, dans le Grand Est avec notre partenaire Grand Est sans tabac. Mais on fait aussi partie de l'Alliance contre le tabac et à l'échelle européenne, de Smoke Free Partnership ou, internationale de la Global Alliance for Tobacco Control. Donc voici, l'ordre du jour pour ce webinaire. Donc, je vais quand même commencer par un peu de contexte et de définition. La puff, donc cigarette électronique jetable, fait partie d'un arsenal de produits, du tabac et de la nicotine. Donc, petit rappel de ce qu'on entend par produit traditionnel du tabac. Donc il y a les cigarettes manufacturées évidemment, le tabac roulé,
les cigares, cigarios, tabac à pipe, tabac à mâcher ou à priser ou le tabac à chicha. Ensuite, récemment, sont apparus les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, comme les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffé, les chichas électroniques, le snus qui est interdit en France, les sachets de nicotine ou encore très récemment les perles de nicotine. Il y a un peu un débat autour de la définition de ces produits-là. Est-ce qu'on les appelle nouveaux, émergents? Mais voilà, ce ne sont pas vraiment des produits très nouveaux parce ils ont été développés il y a quand même de nombreuses années maintenant, par les industriels qui ont décidé de les mettre récemment sur le marché. Donc là, c'est juste une illustration des nombreux, produits qu'on a, même si on va vraiment rester, focalisé sur la puff pour ce webinaire. Donc les puffs sont des cigarettes électroniques. Je pense qu'il est quand même important de les distinguer des cigarettes électroniques classiques qu'on retrouve depuis, de nombreuses années sur le marché. Donc ça va être les cigarettes électroniques à système ouvert comme on peut voir, à gauche, ou encore les cigarettes électroniques, à pods, qui sont apparues un peu plus récemment sur le marché, mais voilà, qui sont aussi assez plébiscitées par, les fumeurs et désireux d'arrêter, pardon. Mais là, on va vous parler du coup des cigarettes électroniques jetables. Donc comme Aurélie l'a dit, elles sont arrivées en France en 2021. Elles étaient arrivées, 2 années plus tôt aux États-Unis où elles ont connu vraiment un succès assez fulgurant auprès des adolescents et des jeunes adultes. Donc qu'est-ce qu'une puff? C'est un dispositif de vapotage qui est compact, il est prêt à l'emploi, donc il suffit juste de le déballer, de le sortir de son emballage. Il n'y a pas du tout de bouton de recharge à effectuer. On tire dessus et ça s'active. Ça contient jusqu'à 20 milligrammes de sel de nicotine, donc qui est le taux maximum autorisé en France et en Union européenne. Évidemment, certaines marques qui sont produites hors de l'Union européenne et qui sont disponibles sur internet peuvent contenir jusqu'à 50 milligrammes de nicotine. Ces produits sont vendus à des prix très attractifs. Généralement, c'est entre 6 et 10 € selon le modèle et de la capacité, mais elles font souvent l'objet d'offres promotionnelles sur les lieux de vente ou sur internet, donc avec des tarifs dégressifs ou même des produits qui sont offerts. Elles sont disponibles dans de très nombreux points de vente, donc pas uniquement dans les bureaux de tabac ou les enseignes de vapotage, ça on va le voir un peu plus tard, mais vraiment partout. Et on retrouve plusieurs dizaines de saveurs fruitées et sucrées, même maintenant, on va même dire jusqu'à quelques centaines de saveurs. Il faut savoir que ces produits, même s'ils sont arrivés que récemment sur le marché français, ils ont connu des évolutions assez rapides. Au tout début, c'était le type de produit qu'on retrouvait, donc c'était un peu, celle qu'on avait à gauche là, qui était principalement en vente. Et assez rapidement, les modèles, ils ont évolué, donc en termes de capacité, donc il y a de plus en plus de bouffées, d'arômes ou même de design. En fait, maintenant, on retrouve des puffs, par exemple, qui clignotent lorsqu'on les active, donc c'est vraiment devenu des accessoires, à part entière. Donc ces produits, même si, je pense qu'il est important de les distinguer des cigarettes électroniques classiques, elles sont soumises en fait aux mêmes réglementations que les autres produits du vapotage. Donc il faut savoir qu'il faut les notifier avant les mettre sur les marchés, donc auprès des autorités compétentes. En France, c'est l'ANSES. Il faut qu'elles aient un taux de nicotine inférieur à 20 milligrammes. Il faut que l'étiquetage, donc de l'avertissement sanitaire, soit dans la langue du pays, donc ici en français. Il est interdit de faire de la publicité ou de la promotion, donc il y a une exception très limitée qu'on va voir un peu plus tard. Et il est bien évidemment interdit de les vendre aux mineurs. Et j'insiste vraiment, sur ce point-là, c'est on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes même par exemple des buralistes, qui ne savaient pas que ces produits étaient interdits à la vente aux mineurs. Ou, ces produits sont aussi souvent disponibles sans nicotine, mais l'interdiction prévaut que les produits contiennent ou non de la nicotine. Donc il est interdit de vendre, des moins de 18 ans, les puffs, qu'elles contiennent ou non de la nicotine. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le code de la santé publique. Donc je pense qu'il est très important de le rappeler ici. On a constaté, donc ça je l'ai dit déjà précédemment, aussi bien sur les lieux de vente qu'en ligne, des produits qui présentaient des taux de nicotine beaucoup plus élevés que la limite autorisée.
ou du coup qui avaient des messages sanitaires qui n'étaient pas dans la langue du pays. Donc là, c'était des puffs qu'on avait vues où l'avertissement sanitaire, était en espagnol, qu'on a acheté dans un lieu de vente, à Paris. Donc ça signifie que ces produits ne sont pas destinés au marché français. Là, c'est une publication qu'on a relevée sur, Instagram, où du coup, ils vendaient des produits, encore une fois, qui n'étaient pas destinés au marché français parce qu'elles contenaient, 5%, enfin 50 milligrammes de nicotine. Et ces produits, sont très fréquemment trouvés sur, et assez facilement justement sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux. En termes d'acteurs qui vendent ces produits, alors, en France, on a les 4 principaux, fabricants de tabac, qui ont investi, massivement dans les dispositifs jetables. Là, il y a une petite erreur parce que Japan Tobacco International n'a pas investi dedans. Ils ont d'ailleurs, ils ne vendent plus du tout de produits du vapotage. Donc ce sont les 3 principaux, British American Tobacco, Philip Morris et Impala Brands. Mais évidemment, l'arrivée de ces nouveaux produits a entraîné un nombre croissant de nouveaux fabricants. Il faut savoir qu'à la base, lorsque ces produits sont arrivés, c'était des fabricants indépendants qui ont vendu ces produits-là et c'est seulement par la suite que, l'industrie du tabac s'est mise, également sur ces produits-là. Que ce soit pour les fabricants de tabac ou les fabricants indépendants, ils ont pour cible principale les jeunes et ça passe par des stratégies marketing assez agressives sur les lieux de vente, mais aussi sur les réseaux sociaux que je vais vous détailler. Donc on retrouve ces produits dans de très nombreux lieux de vente physiques, donc on a les bureaux de tabac, les enseignes de vapotage, les grandes surfaces, les Jiffy. On en a aussi trouvé dans les kiosques parisiens, dans les magasins de décoration, dans des restaurants, dans des supermarchés et bien évidemment sur internet. Donc en fait, tout ça, ça pose vraiment la question de l'interdiction de vente aux mineurs parce que l'ensemble de ces personnes-là ne sont pas forcément formées à la vente de ces produits-là, donc ils peuvent penser que ces produits, sont accessibles ou sont autorisés à la vente aux jeunes, mais c'est pas du tout le cas. Donc là, je vais vous détailler un peu les différentes stratégies marketing qu'il y a autour de ces produits-là. Déjà, avant tout, c'est pourquoi cibler les adolescents? En fait, c'est que plus tôt une personne tombe dans l'addiction à la nicotine, plus longtemps elle en consommera. Donc c'est un client fidèle. Ça, l'industrie du tabac l'a bien compris depuis très longtemps à travers ses stratégies. Et aussi, les jeunes tombent le plus facilement dans l'addiction en raison de leur immaturité cérébrale. Là, c'est juste quelques données, là, c'est davantage pour le tabagisme, mais 2 personnes sur 3 qui essaient une cigarette deviennent au moins temporairement fumeurs journaliers. En France, on a toujours 200 000 jeunes qui tombent chaque année dans le piège du tabagisme. L'âge de la première cigarette tend à reculer, mais c'est encore très, très jeune, c'est autour de 14 ans. Et il faut savoir que la nicotine est une drogue très, très puissante. Pour les sources de ces études-là, elles seront dans la bibliographie qui vous sera communiquée, plus tard. Et aussi, donc pour les puffs, il y a quand même un risque assez rapide d'addiction à la nicotine. C'est parce que la manière dont se consomment ces produits facilite beaucoup l'addiction. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment des produits qui se consomment très facilement. Il suffit de la prendre, de tirer dessus. Il y a aucune préparation à faire et la dépendance à nicotine, en fait, elle se développe beaucoup plus rapidement chez les adolescents parce ils sont vraiment à un moment où la maturité cérébrale n'est pas encore atteinte. Heu, les études disent que généralement le cerveau se développe entièrement à partir de 25 ans. Donc en effet, si on consomme très tôt ces produits-là, à 12, 13, 14 ans, on va tomber beaucoup plus facilement dans l'addiction à la nicotine et ça va être beaucoup plus difficile également de s'en défaire. Également, ces dispositifs utilisent des sels de nicotine qui facilitent encore une fois l'utilisation de ces produits, parce que ça permet aux utilisateurs, pardon, d'inhaler des niveaux élevés de nicotine beaucoup plus facilement et avec moins d'irritation. Là, ensuite, on va vraiment voir que ces produits-là, à travers leur packaging et toutes les stratégies sont vraiment destinés, aux jeunes. Donc déjà, ces produits sont pas soumis aux emballages neutres comme, les cigarettes manufacturées et ça reste vraiment une dernière opportunité de marketing pour le fabricant de travailler l'image de marque. Donc il peut sortir, par exemple, des produits collector qui va inciter, du coup, à la consommation et c'est vraiment quelque chose,
C'est vraiment considéré comme très, très attractif. Il va utiliser des logos, des couleurs, des formes ou des visuels, assez attrayants pour véhiculer des images et des univers, positifs. Et en fait, ces produits-là, à travers leur packaging, biaisent un peu la perception de la nocivité du produit. On n'a pas l'impression que ces produits vont être dangereux ou qui vont être très addictifs. Là, c'était aussi, typiquement pour montrer, que ces produits sont promus, auprès des jeunes. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve assez facilement sur certains sites, internet disponibles en France, donc des sites français. Donc on voit, clairement que donc ça, ce sont des puffs, les enfants sont directement ciblés, quoi. Donc ça contient en plus 8 000 bouffées, donc c'est assez conséquent et à un prix quand même qui est assez intéressant, bon 16 € pour, 8 000 bouffées, c'est assez, intéressant en termes de. Ensuite, on a le prix. Ces produits sont pas soumis à la même taxation et comme je l'ai déjà dit, ils sont soumis à des prix assez avantageux, bien inférieurs aux cigarettes manufacturées. Il y a des promotions qui sont souvent faites autour de ces produits-là, donc aussi bien sur les lieux de vente avec des tarifs dégressifs ou il y a souvent des offres exclusives sur internet où on trouve, à 3, même j'en ai déjà vu à 1 ou 2 €, des puffs. Voilà, des promotions assez régulières. Il faut savoir que ces promotions, sont illicites. On n'a pas le droit d'avoir, des incitations financières, pour ces produits-là. Ensuite, en termes de placement, donc ça, c'est où on trouve ces produits. Contrairement à la vente de tabac qui est réglementée, donc on peut seulement vendre du tabac dans les bureaux de tabac. C'est interdit sur internet, même si, on peut en trouver. Ça, c'est différent pour les produits du vapotage et les puffs. Parce que ces produits sont accessibles dans de très nombreux lieux de vente et comme j'ai dit, ça pose vraiment la question du respect de l'interdiction, de vente aux mineurs. Ça, c'est par exemple de la vente qu'on a pu constater au CNCT. Donc on a par exemple, là, à gauche, c'était dans un magasin de décoration dans le 6e arrondissement de Paris, là, dans un kiosque parisien et dans un Jiffy où on en trouve, dans de très, très, très nombreux, Jiffy où c'est, placé, directement à la caisse avec, souvent aussi des offres promotionnelles. L'interdiction du coup de vente des produits, elle est globalement pas respectée, pour les mineurs j'entends, donc aussi bien sur les lieux de vente qu'en ligne. Selon la dernière étude du CNCT du coup qui a été effectuée en fin 2021, donc ça c'est pour le tabac, on est en train de faire une nouvelle étude qui concernait aussi bien la vente de produits du vapotage, donc on attend les résultats dans les prochaines semaines. Mais on constate toujours que 2 tiers des buralistes vendent du tabac aux mineurs et on a aussi constaté dans le cadre de nos observations que plus de 80 % des sites internet vendant des produits de la nicotine, donc qui sont suivis par la CNCT, ne mettent pas en place un contrôle renforcé. Donc ça veut dire que quand on va sur le site, il y a juste, quand il y en a, une petite case à cocher, «Confirmer votre âge». Donc ça, c'est très facilement, contournable et par la suite, lorsqu'on a cliqué, par exemple: «J'ai plus de 18 ans», on peut très facilement acheter, un produit. Il y a seulement quelques sites, ils sont très peu nombreux qui mettent en place un contrôle renforcé. Donc ça va être par exemple lorsqu'on veut procéder à l'achat d'un produit, qu'il y ait une double vérification. Donc par exemple, il faut prendre une photo, ou une petite vidéo avant l'achat qui confirme du coup que vous êtes majeur ou bien envoyer sa carte d'identité. Donc voilà, ça il n'y a pas vraiment de contrôle renforcé en ligne, donc ces produits restent, très, très accessibles. Donc en termes de promotion, donc en matière de publicité, pour les dispositifs, de vapotage, le principe qui prévaut, c'est celui d'une interdiction généralisée de toute publicité ou f ou promotion en faveur des produits du vapotage. Il y a juste une exception, c'est à l'intérieur des lieux de vente, donc des bureaux de tabac et des enseignes de vapotage, c'est d'avoir une petite affiche descriptive. Donc ça peut pas, contenir des offres promotionnelles ou autres, c'est vraiment juste décrire le produit ou les flacons de recharge et cetera, mais ces affiches ne doivent pas être visibles de l'extérieur et ça, évidemment, c'est une interdiction qui n'est pas respectée sur les lieux de vente. Donc dans les observatoires qu'on mène, mensuellement, on constate qu'il y a plus de 90 des lieux de vente visités qui ne respectent pas l'interdiction de la publicité pour le vapotage. Donc là, on a quelques exemples où on constate, des grandes affiches
à l'extérieur ou visibles de l'extérieur ou placés à des endroits, assez stratégiques pour eux. Mais il faut savoir que toutes ces publicités, du coup, ne sont pas autorisées. Ensuite, il y a également, internet et les réseaux sociaux qui sont un véritable, terrain de jeu pour les fabricants. Ça leur permet de cibler, directement, certaines populations, donc les jeunes. Donc ça, c'est un exemple de publicité qu'on a pu relever d'un fabricant assez actif en France de divers produits du vapotage, dont les puffs, mais aussi, des sachets de nicotine ou, d'autres produits du vapotage. Et en fait, les arguments de vente qu'on retrouve autour des puffs, contrairement aux autres cigarettes électroniques, c'est que c'est vraiment une mise en avant d'une consommation récréative de la nicotine et pas vraiment comme des outils de sevrage. Là, c'est des captures d'écran que j'ai pu trouver sur, fabricant, Wpuff, donc c'est un fabricant français, Liquideo, qui était un des premiers à arriver en France pour les puffs. Et il décrit du coup, son produit comme une alternative aux cigarettes électroniques et il conteste aussi, la nocivité, de certains ingrédients des cigarettes manufacturées, où ils disent par exemple, «potentiellement mauvais pour la santé du consommateur». Donc on voit aussi là, c'est, un autre fabricant, de puffs qui met en ligne des vidéos, donc ça c'était sur TikTok, des façons un peu fun de consommer, ces puffs, en faisant voilà certaines figures avec la fumée et c'est la description en fait, ça va au-delà du caractère descriptif, c'est vraiment, décrire, comme une expérience inoubliable, ça permet l'expression de soi, donc c'est vraiment il y a aucun discours autour des puffs en tout cas qui est vraiment l'aide à l'arrêt du fumeur. C'est vraiment une expérience de vapotage. Ils ont aussi un argument, zéro nicotine, qui est un argument marketing, en fait, qui indique que consommer ces produits ne contenant pas de nicotine n'est pas nocif et qu'il y a aucun risque d'addiction. Là, c'est une capture, du coup, qui a été, fait sur TikTok. Donc on voit, que le fabricant directement, répond: «Si tu prends celle à 0 nicotine, il y a aucun risque». En réalité, même s'il y a pas de nicotine, ça amène le jeune quand même à trouver ça normal de vapoter, vraiment à normaliser l'acte et il fait rentrer le jeune dans en gros un schéma de consommation. En France, il y a pas, d'analyses encore qui ont été faites autour des puffs, mais dans d'autres pays européens, par exemple en Irlande, au Royaume-Uni ou même en Suisse, des laboratoires ont analysé des puffs qui se disaient zéro nicotine et en réalité, il y avait comme un nombre considérable d'entre elles qui possédaient justement de la nicotine, bien qu'il y avait indiqué, 0 nicotine sur l'emballage ou bien elles contenaient des taux beaucoup plus élevés de nicotine que celles indiquées. Il y a aussi une communication qui est axée, principalement sur les arômes. Donc, la majorité des fabricants, en fait, que nous, on suit dans le cadre de nos observatoires, font la promotion des arômes, que ce soit, du coup, en ligne ou, sur les lieux de vente et ça, ce sont, des données qui sont encore, temporaires, on va dire, mais, on a constaté que sur 60 des publicités relevées sur les réseaux sociaux des principaux fabricants qui opèrent en France, ça concerne, les arômes. Il y a aucun autre discours autour, c'est vraiment juste faire la promotion des arômes. Il y a aussi une association assez importante de ces produits avec l'univers des confiseries. Donc ça, par exemple, sur les lieux de vente, c'est souvent placé, à côté, des bonbons ou autres confiseries ou, par exemple, si on achète, en ligne sur les réseaux sociaux, il y a, des confiseries, des bonbons qui sont offerts, pardon, avec, les puffs. Il y a aussi des distributions de produits gratuitement dans la rue, donc ça, c'est aussi, un fabricant, qui opère en France, qui a des stratégies marketing très, très agressives. Donc ça, c'est des captures, d'écran de TikTok, donc directement sur, la page du fabricant qui est Xbar. Donc là, on voit que un salarié de la marque, demande: «Apprends-moi une info sur la vape et gagne un cadeau». Le cadeau étant du coup
une puff, ce qui est interdit parce qu'on n'a pas le droit de distribuer gratuitement des produits du vapotage. Et donc voilà, on peut constater quand même que ces personnes qui répondent sont très jeunes. Ensuite, termes de données de consommation, on a encore très peu de données autour de la consommation de ces produits-là parce que ce sont des produits qui sont arrivés très, très récemment, en France, mais les récentes études montrent qu'à l'international, les adolescents sont de plus en plus nombreux à consommer des produits du vapotage et que souvent la hausse de la consommation de vapotage est portée par les dispositifs, jetables. Donc on a quelques données, notamment dans les pays, anglophones. Donc au Royaume-Uni, en fait, le taux de vapoteurs réguliers chez les 11-17 ans est passé de 0,6 en 2014 à 3,1 en 2022 et 3,7 en 2023. Quand même, ce qui est aussi assez important à souligner, c'est que, quasiment un jeune sur 2, qui ont essayé une cigarette électronique n'ont jamais fumé de tabac de leur vie. Ça, ce sont des données qui proviennent de Action from Smoking and Health. En Australie, il y a aussi une consommation régulière qui a fortement augmenté de 2019 à 2022 chez les 15-24 ans, passant de 4,5 à 14. En France, donc il y a une baisse du tabagisme qu'on a constatée, selon les dernières données de l'OFDT. Donc c'est quand même passé de 25 des jeunes de 17 ans qui consommaient régulièrement, donc quotidiennement du tabac, c'est descendu à 15. Mais du coup, il y a un usage, quotidien du vapotage qui a triplé entre 2017 et 2022. Concernant vraiment les puffs, il y a eu une étude de l'Alliance contre le tabac, en 2022 qui a montré que, il y a 13 des 13-16 ans qui consomment des puffs. Voilà, on a pour l'instant assez peu de données, mais ces premiers chiffres montrent bien qu'il y a quand même une consommation, plus élevée des produits du vapotage. Et en fait, pour faire face, en réponse à cette consommation, il y a quand même un renforcement des mesures à l'international. Donc ça va être des relèvements de l'âge d'achat, des interdictions des arômes, la hausse des taxes, des interdictions plus renforcées des publicités ou même interdire directement certains produits. Ces politiques publiques, il faut savoir qu'elles sont même très efficaces pour réduire la consommation. On l'a bien vu avec la diminution de la consommation de tabac en France. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui se saisissent de ce sujet-là et l'interdiction, par exemple, de la puff est quand même, prend son chemin dans de très nombreux pays, européens, encore, en Australie, Nouvelle-Zélande et cetera. En France, du coup, il y a une volonté de plusieurs associations, dont le CNCT, aussi l'Alliance contre le tabac, d'interdire les puffs depuis 2022. Rapidement, il y a des parlementaires qui se sont saisis du sujet et comme l'a rappelé, Aurélie en début de ce webinaire, c'est qu'en début, septembre, la première ministre a annoncé interdire prochainement les puffs. Nous, ce qu'on constate, c'est en dépit de cette annonce, les fabricants, ils mettent toujours sur le marché de nouveaux modèles. Il y a toujours de nouvelles marques qui sont disponibles. Hem Et ces nouveaux dispositifs, comme je l'ai dit, ils évoluent assez rapidement et ils ont des capacités de plus en plus importantes en termes de nombre de bouffées. On en trouve maintenant les premières contenaient environ 600 bouffées avant d'être, jetées et maintenant on en a qui en ont, 9 000, 10 000 et en fait, ces dispositifs, maintenant se rechargent électriquement. Donc on a le dispositif, en dessous, on a une petite prise USB, ce qui permet de recharger électriquement la puff et nous, ce qu'on craint, c'est qu'en fait, l'interdiction des puffs ne prenne pas en compte ces nombreuses évolutions, et qu'il reste toujours des modèles qui puissent contourner cette interdiction. Donc il apparaît vraiment, en fait, nécessaire que l'interdiction englobe l'ensemble des dispositifs. C'est le seul moyen pour que ce soit efficace et éviter, la multiplication, en fait, de nouveaux modèles. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont trouver des moyens, de contourner et de mettre sur le marché des autres modèles de puffs. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre, comment les jeunes s'approvisionnent, en fait, pour ces produits-là. Il y a une étude qui est actuellement en cours par le CNCT pour identifier justement ces modalités d'approvisionnement chez les adolescents. Mais c'est aussi important de comprendre les facteurs d'initiation et comment ils perçoivent les produits. Parce que ces produits, en fait, ils sont souvent perçus comme moins nocifs par les jeunes.
Donc c'est pour vraiment un peu, protéger, les jeunes, il est vraiment important de comprendre l'ensemble de ces facteurs-là. Le réel problème quand même, c'est quand même la diversité et l'accessibilité des produits. C'est vraiment on a vraiment un souci au niveau de l'offre, hein. Et il y a vraiment une réflexion qui est vraiment nécessaire de la part de l'acteur de santé, mais aussi des pouvoirs publics sur la prise en charge des jeunes consommateurs parce que souvent ce sont des consommateurs qui sont de plus en plus jeunes pour ces produits-là. Et en fait, il est très, très important parce qu'on sait que ces jeunes s'approvisionnent beaucoup quand même, enfin, on sait que pour le tabac, c'est le cas chez les buralistes. Donc c'est vraiment d'avoir des sanctions plus dissuasives parce qu'on a quand même une réglementation qui est assez forte et complète en France, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas respectée. Ce qui est aussi important, c'est que, outre les puffs, on a d'autres produits qui arrivent sur le marché. Donc là, récemment, il y a les sachets de nicotine, mais aussi les perles de nicotine. Et en fait, c'est un peu il y a un flou juridique autour de ça et il faudrait un peu réglementer davantage le statut de la nicotine pour éviter que tous ces produits arrivent de manière un peu anarchique sur le marché français. Il faudrait vraiment mieux analyser l'offre et avoir une surveillance accrue, en fait, de ces produits mis sur le marché. Donc aussi bien quand ils arrivent, mais aussi par la suite pour, vraiment voir qui contiennent les ingrédients qui disent indiquer. Donc ça va être le taux de nicotine ou donc ça, c'est vraiment il faut vraiment une surveillance vraiment accrue de ces produits-là. Ce qui est aussi, ce qui peut être fait, c'est, de se rapprocher de certaines associations de familles. Heu, vraiment, c'est vraiment, accentuer la prévention et le dialogue pour un peu informer, de la nocivité, surtout du caractère nocif de ces produits-là des jeunes. Je voulais quand même faire un petit focus aussi sur l'impact environnemental de ces produits et notamment, des puffs. Parce qu'on est, je pense, tous au courant de l'impact assez délétère du tabac sur l'environnement. Mais en fait, ces produits, nouveaux produits, en fait et les puffs en particulier, posent un nouveau problème environnemental assez important, parce que ces produits, ils comportent des batteries, qui sont composées de métaux lourds, de circuits électroniques, de plastique. Il y a des résidus de liquide, de nicotine et en fait, ces produits ne peuvent pas vraiment être démontés. Donc c'est des produits, tout prêts et souvent, il y a pas vraiment, d'informations sur comment recycler les puffs lorsqu'on les achète. On a déjà lors de nos observatoires demandé à plusieurs fabricants: «Mais qu'est-ce qu'on en fait, une fois qu'elle est consommée?» et souvent on nous répond: «Bah, il faut la jeter à la poubelle». Ça c'est pas du tout, ce qu'il faut faire. Il faut les apporter dans des centres de recyclage, vraiment dédiés à ça. On a un impact quand même environnemental qui est encore mal évalué en France pour ces produits-là, mais récemment, il y a eu des études, britanniques et américaines qui ont un peu, chiffré tout ça pour les puffs et ils ont dit du coup ça pour au Royaume-Uni, qu'il y a 90 tonnes, c'était 90 tonnes de lithium qui ont été utilisées pour la production des millions de puffs c'était entre 2021 et 2022 et c'est une quantité suffisante pour alimenter quand même 11 000 batteries en véhicules électriques et aussi, en termes aussi de capacité, c'est les premières puffs, en fait, comme j'ai dit, ne se rechargent pas, mais si elles pouvaient être rechargées, elles pourraient se recharger au moins 300 fois. Donc là, on voit aussi qu'il y a vraiment un gros gaspillage des matières, assez, recherchées comme le lithium et cetera. Et donc là, j'arrive à ma dernière partie, donc de recommandations au que doivent faire les acteurs en santé publique autour de cette nouvelle problématique des puffs. C'est vraiment avant tout, c'est vraiment prendre conscience de la stratégie des acteurs du tabac et de la nicotine. C'est qu'ils sont vraiment dans un objectif de profit et de vente. Les arguments autour de ces produits-là, enfin là, je parle vraiment des puffs, ne sont pas un argument d'aide à l'arrêt pour le fumeur, ce ne sont pas des arguments de sevrage. C'est vraiment, de consommation et de pousser cette consommation et de normaliser à nouveau la consommation de nicotine. Donc là, c'est vraiment recruter de nouveaux consommateurs ou maintenir les consommateurs actuels dans la dépendance. Parce que souvent ces produits, lorsqu'on les achète, dans les lieux de vente, par exemple une puff, on ne nous demande pas le taux de nicotine, on nous donne automatiquement le taux le plus élevé. Il faut vraiment poursuivre la prévention, évoquer les nombreux risques de l'addiction.
Aussi, ne pas avoir de discours ambigus, on l'entend souvent, c'est que, le vapotage fait barrage à la consommation de tabac chez les jeunes, qu'il est préférable pour un adolescent de vapoter que de fumer. Il en est fait préférable pour un fumeur de vapoter exclusivement que de fumer, mais pour un jeune, il est préférable de ne rien consommer du tout, de se rapprocher d'associations de famille, ou autres. Aussi, c'est de surveiller un peu toutes ces stratégies pour construire une jurisprudence protectrice de la santé publique. Donc, un peu poursuivre les principaux fabricants, pour les condamner pour la publicité illicite, donc ils sont très actifs. Nous, on a bénéficié de plusieurs jurisprudences, récemment, en termes de vapotage. Ces fabricants faisaient vraiment une promotion très agressive sur les réseaux sociaux en utilisant des influenceurs pour faire la promotion des produits du vapotage. Et du coup, on a eu quelques aussi autres décisions en contactant, par exemple, directement le groupe Meta, donc qui possède, par exemple, Facebook et Instagram. C'est de signaler ces contenus qui sont souvent, qui sont interdits. Et du coup, Meta a pris la décision de supprimer ses comptes Instagram qui faisaient vraiment la promotion active de puffs avec des influenceurs. Donc voilà, donc c'est vraiment avoir une surveillance, constante de ces fabricants-là. Et en conclusion, donc ça, bon, je répète un peu, je vais me répéter, c'est va être vraiment très vigilant. Pour les acteurs de santé, c'est vraiment rester unis, ne pas avoir de discours ambigus. C'est travailler aussi avec des journalistes et décideurs pour mettre en lumière les nombreuses pratiques de l'industrie du tabac et de la nicotine. Surtout faire appliquer les mesures de protection des politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment faire vraiment respecter l'interdiction de vente aux mineurs, l'interdiction de la publicité. Et déployer une stratégie en miroir concernant les mesures éprouvées pour les nouveaux produits, donc aussi bien fiscalité, conditionnement, réglementation. Donc appliquer les réglementations qu'on a, autour du tabac sur les nouveaux, produits de la nicotine. Voilà, donc c'est Bah, terminé. merci Amélie pour votre intervention. À présent, il nous reste un petit peu de temps pour échanger. Donc, après, il y avait quelques questions qui avaient été posées en amont. Voilà, il y a des personnes qui se posaient la question de la nocivité des vapeurs qui étaient dégagées par les puffs par rapport aussi aux cigarettes électroniques. Alors, voilà, se poser la question, voilà, si quand on consomme dans une pièce fermée, si c'est nocif, en tout cas pour ceux qui inhalent. Alors on sait, sauf si je dis des bêtises, hein, Amélie, les cigarettes électroniques actuelles, on nous dit que normalement c'est pas nocif, voilà, pour ceux qui sont à côté. Mais du coup, la puff, est-ce qu'elle dégage finalement les mêmes choses? Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Alors non, il y a pas vraiment d'infos, c'est aussi un peu ce que j'ai dit, c'est vu que ce sont des produits qui sont très récents, il y a pas vraiment, encore des études complètes qui sont effectuées, autour de ça. C'est que les études montrent que le le vapotage passif, il y a pas vraiment de risque, enfin, c'est pas du tout comparable au tabagisme, passif, ça c'est certain. Mais honnêtement, non, on n'a pas encore de données assez rigoureuses pour vraiment la nocivité des émissions de puffs. Pas encore, c'est vraiment trop récent. Mais on peut quand même penser qu'en effet, c'est quand même beaucoup moins, nocif que le tabagisme, ça c'est certain. Très bien, merci. Hem, Bah, du coup, ça rejoint un petit peu la question, si voilà, il y avait des risques et des conséquences, de la puff en cas de grossesse. Bah, je me dis que peut-être que le tabac est plus nocif finalement, Oui, pour en cas de grossesse. après comme dit, moi, comme je t'ai dit, je suis pas du tout professionnelle de santé. C'est ça. C'était vraiment, un peu montrer les stratégies marketing. Donc là, honnêtement, je préfère pas m'avancer, sur cette question-là. Parfait. Oui, il y avait une question sur l'écologie, du coup, je pense qu'on y a Oui. répondu. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui non, personne? Après, il y avait une personne aussi qui se posait la question si ça pouvait pas être une porte d'entrée pour les fumeurs qui étaient récalcitrants à la cigarette, voilà, électronique. Parce qu'il y a une manipulation, la recharge électrique, mettre le e-liquide, et que finalement c'est plus simple qu'une cigarette. Voilà, aussi.
Ben, oui, ça c'est vrai que ça peut quand même inciter les fumeurs, comme dit récalcitrants, à passer à une alternative, mais malheureusement, en fait, les stratégies qu'on voit, c'est que c'est pas du tout destiné aux fumeurs, en fait. Là est tout le souci, c'est que si c'était vraiment promu exclusivement comme un outil de sevrage, ben soit, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Après, il existe quand même d'autres dispositifs qui sont quand même beaucoup plus aussi assez simples. Je pense là aux cigarettes électroniques à pods, où il suffit juste de clipser et de consommer. C'est quand même assez simple. Donc, je pense pour un vapoteur débutant, ça peut aussi faire l'affaire. Après, là et tout, vraiment, tout le souci, c'est que, on l'a très bien vu, c'est que c'est vraiment pour un peu renormaliser une consommation de la nicotine et pas du tout pour aider le fumeur. Après, j'entends bien qu'il y a certains fumeurs qui ont dû arrêter de fumer avec les puffs, ça, il y a pas de souci. Mais globalement, c'est quand même pas le public cible. Oui. Surtout qu'avec le taux qu'il y a, finalement, tu peux pas diminuer progressivement, enfin, C'est tu ça. pas C'est ça, c'est exactement ça le souci. Alors que pour les autres produits, enfin, si on va en boutique de vapotage, on voit quand même qu'il y a plus un suivi qui est effectué, où ça permet vraiment, on nous demande combien de cigarettes on fume, donc on adapte le taux de nicotine et par la suite on baisse. Mais alors que là, la puff, c'est directement, bon, ben allez, je te donne le taux maximum et puis tu te débrouilles avec ça. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi derrière. alors on a une question, allez-y. Bonjour, je suis Bonjour. infirmière pour le département du Vaucluse dans un EDES et je vais préparer pour le mois de novembre le mois sans tabac. Et j'aimerais savoir où est-ce que je pourrais trouver des outils concernant les informations sur les puffs pour essayer d'en profiter aussi pour sensibiliser un peu les parents d'ados et les ados qui peuvent passer les portes de notre EDES. Bah, là, nous, on a un site d'information, en fait, c'est Génération Sans Tabac et on a pas mal d'informations. C'est générationsanstabac.org et on a beaucoup d'informations sur les puffs. On a rédigé plusieurs articles et décryptages dessus. Donc, allez tout simplement sur le site, dans la barre de recherche, tapez puff et vous verrez vraiment un nombre assez important d'articles. Là, on va aussi mettre des visuels, des infographies dessus qui permettent un peu d'expliquer tout ce que c'est. Donc, vous pouvez essayer, on vulgarise beaucoup les études scientifiques justement pour que ce soit accessible au grand public et aux jeunes justement parce que c'est souvent pas très facile à comprendre. On a souvent des études en fait aussi en anglais. On n'a pas beaucoup de données en français, donc voilà, nous on essaie vraiment de faire ce travail-là. Donc je vous invite vraiment à aller sur ce site-là. Merci. Du coup, on a, Christelle qui se demande comment on utilise les perles de nicotine. Ah oui, alors ça, c'est vraiment un produit très très récent qu'on a constaté en fait dans les bureaux de tabac. On a constaté ça, c'était en mai-juin de cette année. En fait, j'en ai pas là, je suis pas au bureau, mais c'est vraiment des petites perles qui sont dans un emballage un peu comme les médicaments homéopathiques comme l'arnica, autres. C'est vraiment des petites perles comme ça. Et en fait, on les met sur la langue et ça fond. Donc ça dure quelques secondes. C'est aromatisé, donc fruité, mentholé et ça contient, je crois que c'est, je sais plus le taux de nicotine, mais c'est un taux de nicotine unique pour le moment. C'est par gramme, du coup, je crois que c'est, je sais plus exactement, mais voilà, ça se consomme. En fait, c'est comme un bonbon, ça se fait fondre sur la langue et puis voilà. Et l'argumentaire autour, c'est que, voilà, oui, Madame Godel a raison, c'est 8 milligrammes par gramme, hein, du coup. Et le discours qui est autour, c'est que ça se consomme partout, en fait. On peut consommer ça ben, dans les avions, dans les cinémas. Ça appelle vraiment un peu à contourner la réglementation autour, mais pour l'instant, on ne constate pas vraiment une diffusion massive de ces produits-là. Merci. Alors, il y a une autre question. Je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas si c'est à moi. Bon, ben, Michel Cadar, moi, je suis médecin et coordinateur d'Arca Sud Vaucluse. Alors, avec cette histoire de puff, moi, je suis très embêté parce que d'une part, on a effectivement de plus en plus d'adolescents qui fument, enfin, qui tirent sur des puffs et en même temps, on a de moins en moins d'adolescents qui fument. Le danger, c'est quand même de fumer.
Et on est toujours en train de dire quand même que maintenant, la nicotine, on a l'impression que c'est le produit dangereux, alors qu'on n'a jamais prouvé que la nicotine avait un danger, sinon on n'en prescrirait pas, notamment pas aux femmes enceintes. Donc je suis quand même très embêté par le fait qu'on aille aussi vite dans un truc où on met quand même un produit qui est utilisé aussi, moi, dans ma pratique. J'ai des vieux de 60 ans qui utilisent les puffs pour arrêter de fumer. Et je leur dis que c'est très bien. Des adolescents qui, effectivement, des jeunes qui commencent à tirer sur des puffs, mais sans aucune preuve que ça amène à fumer derrière. Donc, je pense qu'on va un peu vite dans cette espèce de diabolisation d'un produit qui est effectivement, par contre, je suis tout à fait d'accord, produit et vendu par les industriels du tabac, et que tout ça, c'est très insidieux. Mais plutôt que de se faire quelque chose d'un peu éducatif, on est en train encore, mais comme d'habitude en France, de se faire un truc complètement interdiction, et l'interdiction étant de toute façon complètement impossible, vu maintenant les possibilités d'en avoir par Internet et compagnie. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on lutte, du coup, nous tous, en tant que professionnels de santé, pour avoir un accompagnement et pas une espèce de diabolisation. En fait, le problème, comme vous l'avez dit, ça va être très aussi difficile, en effet, de faire respecter l'interdiction, mais c'est surtout, en fait, il faut une meilleure surveillance à l'entrée, en fait, du marché de ces produits-là. C'est que, en fait, le problème maintenant, l'interdiction est un peu la seule solution parce qu'on a une diffusion vraiment anarchique des puffs. C'est que c'est vraiment ça le problème, c'est au niveau de l'offre. Après, pour les fumeurs qui ont arrêté de fumer avec la puff, il existe aussi d'autres cigarettes électroniques et elles ne sont pas concernées par l'interdiction. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on aurait pu éviter ce problème d'emblée, en fait. Le problème, c'est vraiment la diversité des acteurs et vraiment le but qui est le profit et pas le sevrage. Là, je me répète encore, mais c'est pas du tout le but des fabricants. Après, comme autre solution, ce serait la solution aussi évoquée par le Premier ministre il y a quelques semaines de vendre ces produits dans les pharmacies, du coup, qui permettrait vraiment un encadrement plus précis et d'aider les fumeurs. Effectivement, mais j'en reviens sur le fait qu'on n'a toujours pas la preuve que ça soit un danger non plus, et une entrée dans le tabagisme qui est le danger en lui-même, quoi. Et ce qui me pose toujours problème, et qu'à chaque fois, on parle de la nicotine comme étant un produit dangereux. Mais voilà, bon, après, c'est les options actuelles de la santé publique. Sur l'effet passerelle, le professeur Dotzenberg a publié une étude il y a quelques jours. Il y a un lien, voilà, dans la conversation pour ceux que ça intéresse. Françoise Godel aussi a mis des liens. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, Françoise Godel avait dit que pour le vapotage passif, c'est anecdotique, y compris pour la puff qui est une vape. Et par contre, les sels contenus dans la puff sont le plus benzoïques. C'est des sels de moins bonne qualité et peu chers à fabriquer. Donc, elle précisait ça. Très bien. Bon, si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation. Il y a le prochain Art Café qui est le mardi 5 décembre sur la thématique chemsex, plaisir, produits psychoactifs illicites et réduction des risques. Donc, on vous compte nombreux et nombreuses pour partager cette nouvelle thématique avec nous. Merci Amélie Merci, pour merci. de votre participation, de votre intervention de qualité. J'espère que ça va donner une perspective. Et en effet, comme Michel le dit, voilà, la nicotine est diabolisée alors que non. Mais voilà, c'est des choses à réfléchir. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci. Passez Merci. une bonne journée. Merci beaucoup. Et à Bonne journée à bientôt. tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.